Bonjour tout le monde, heureux de vous accueillir pour la deuxième journée marocaine du test logiciel. Aujourd'hui au programme, trois nouveaux conférenciers. On va commencer avec Benjamin Butel, qui est coach testing chez Klaxon. C'est un habitué des conférences. Et j'ai le plaisir de vous le présenter pour la thématique Test Automation, Buzzword ou réel accélérateur de production de valeur. Donc ce format, il va être en format podcast. Donc bonjour Benjamin, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs qui te connaissent? Ouais. Bonjour Anas, merci. Merci de l'invitation. Bonjour tout le monde. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Moi, je suis Benjamin Butel, je suis coach test chez Klaxoon depuis un peu plus de 3 ans. Je suis vraiment passionné de tests logiciels. J'essaie de vraiment mettre à contribution ma vision du test logiciel à travers mes 15 ans d'expérience au service de la communauté. Donc, que ce soit à travers le Ministry of Testing, que ce soit au travers de la Paris Test Conf également, qu'on co-organise et qui aura bientôt lieu un peu plus tard, là, au mois de novembre, que ce soit à travers des articles dans l'interview du testeur ou au travers des JFTL aussi. Voilà. J'essaie de partager ma vision du test logiciel. Très bien. Il m'a beaucoup intrigué le titre de ta conférence. Donc on va commencer par le mot buzzword. Pourquoi tu parles du mot Oui, buzzword? très bonne question. Euh, c'est un sentiment, hein, c'est très personnel hein, de dire ça, mais j'ai un sentiment que aujourd'hui je vois le mot automation, alors souvent en anglais, mais aussi parfois en français, euh, partout, tout le temps, décliné à toutes les sauces, par tout le monde, moi inclus. Hein, je Mhm. fais partie également de ces gens qui font du buzzword autour de ça. Euh, et ça m'interpelle dans le sens où finalement, pourquoi on parle autant d'automation quand je vois sur les réseaux sociaux, c'est partout. Il y a des articles, des vidéos, des conférences. Vraiment, on le voit vraiment partout, partout, partout. On parle de retour de ROI, de retour sur investissement, de l'outillage, en veux-tu, en voilà, des sondages dans tous les sens sur ce qu'il est mieux de faire ceci, mieux de faire cela. Est-ce qu'il faut plutôt faire du CSS sélecteur ou du XPath, du XPath. On en a vraiment à toutes les sauces, et c'est en ce sens que parfois j'ai le sentiment de dire mais il y a overdose en fait du mot automation, et c'est en ce sens où je me demande si des fois on n'utilise pas le mot automation pour vraiment attirer l'attention comme un buzzword, et finalement derrière des fois le contenu est creux ou déjà vu, revu, re-revu, et on peut se poser la question mais quelle est la pertinence finalement de tout cet ensemble d'informations, où se situe, je vais dire, la vérité. Peut-être un peu fort de dire la vérité, mais où se situent finalement les vrais enjeux de l'automatisation. euh, Pareil, dans les profils des personnes sur LinkedIn, il y a de plus en plus de gens qui se nomment SDET. Moi, je ne suis pas un grand fan, parce que je pense que l'automatisation est une compétence parmi d'autres au sein d'un testeur, mais qu'on est avant tout testeur. Être automaticien, c'est bien, mais je pense qu'avant tout, le mindset, c'est celui de testeur. Et l'automatisation est une compétence, est un outil. C'est vrai, J'en parlerai un petit peu plus loin. c'est vrai. Mais voilà, donc c'est ça aussi qui me fait penser qu'on est dans du buzzword, à une sorte de course à l'échalote sur qui aura la meilleure vision de l'automatisation. Alors je pense qu'il n'y a pas de meilleure vision, je pense qu'il y a des visions de l'automatisation, il y a des contextes où ça peut fonctionner et où ça peut peut-être être plus difficile à faire fonctionner. Et in fine, on peut se poser la question de la prise de recul, en fait. Si on prend un peu de recul, on mange de l'automatisation et du contenu de l'automatisation de manière quasi constante. Sauf que ça date pas d'hier, en fait, l'automatisation. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans ma carrière. J'ai commencé par faire, justement, je suis rentré par de l'automatisation sur de la téléphonie voix sur IP. Donc, c'était il y a 15 ans. Il n'y Mhm. avait pas tout ce buzzword autour de C'est ça. Il n'y vrai, a pas c'est autant de vrai, réseaux sociaux autour de ça. Et moi, je parle d'il y a 15 ans, mais j'étais pas précurseur. Hein. Ça existait encore avant, en fait, c'est vrai. l'automatisation. Donc voilà, je me pose la question de pourquoi, finalement, pourquoi on parle autant d'automatisation Oui, aujourd'hui, et est-ce aussi pertinent?
Ouais, donc du coup, tu t'es posé la question, pourquoi l'automatisation est-elle si mise en avant? Est-ce que tu as pu trouver quelques pistes de réponse? Oui, je pense qu'il y en a quelques-unes. La première, elle vient avec un deuxième buzzword aujourd'hui, c'est le mot agile. C'est vrai, Je pense qu'on peut on peut le voir aussi comme un buzzword. Tout le c'est monde se vrai. veut agile, tout le monde veut y aller de son ah, je suis safe, je suis ceci, je Ouais, suis agile, certified, quelque chose. ouais. Et là aussi, cet effet finalement mode, bon, à voir si c'est vrai, ça perdurera comme une mode, mais cet effet-là, comme il y a eu le digital aussi il y a quelques années, je sais pas si on se souvient, hein, la mode du digital, mais ce côté agile fait que les gens pensent qu'il faut livrer plus rapidement. Euh, Et donc, D'ailleurs, on a tellement appliqué le mot digital qu'on a oublié le mot numérique. ouais, non, mais oui, c'est clair. Puis aujourd'hui, en fait, c'est presque naturel d'être digital, quoi, Ouais, finalement. ouais, tout Mais à c'est plus fait. différenciant, en tout cas. Ouais. Mais pour l'agilité, on a le sentiment de se dire qu'il faut qu'on livre plus vite, donc il faut absolument avoir de l'automatisation. Et je pense que c'est un des travers finalement de l'agilité, c'est de mettre l'automatisation comme finalement le point visible, pour nous testeurs, hein, j'entends, hein, le point visible finalement de l'iceberg de l'agilité, alors que, encore une fois, pour moi, l'agilité, c'est pas de l'automatisation. L'automatisation est un outil au service de la production de valeur, mais et l'agilité est aussi un processus, une organisation, un mindset qui est au service de la production de valeur. Euh, mais voilà, je pense que l'automatisation voilà, est particulièrement mis en avant avec l'agilité. Il y a un autre point de vue aussi, je pense, qui, contrairement à il y a peut-être une dizaine d'années, les systèmes qu'on a sous test quand même sont de plus en plus complexes. Agile ou pas agile, peu importe la méthode de delivery, on le voit bien de toute façon dans notre quotidien, les outils qu'on manipule, les applications qu'on a dans les mains, les, les services qu'on nous rend, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau des transports, au niveau de la santé, peu importe à quel niveau ça se situe, on voit bien que c'est de plus en plus complexe, c'est de plus en plus interconnecté, et tout cet écosystème-là, finalement, fait que pour un humain seul, un testeur seul, ou un ensemble de testeurs, bah, c'est intellectuellement compliqué en fait de tout adresser. On est humain, même en équipe, on reste des humains. Et je pense qu'à un moment donné, bah, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas se souvenir de tout, on ne peut pas mettre tous les garde-fous à tous les niveaux. Là où justement l'automatisation peut peut-être apporter justement un peu d'aide, nous aider à mieux se focaliser sur ce que l'humain sait faire de mieux et peut-être sur ce que des robots vont pouvoir faire de mieux de leur côté et avoir une bonne complémentarité entre les deux. Donc je pense que l'automatisation, il y a aussi un buzzword, mais tiré aussi par tout cet écosystème de plus en plus complexe. Est-ce que ça a évolué, l'automatisation? Est-ce que ça a eu un cheminement, comme les méthodologies, on a évolué des cycles séquentiels vers des cycles interactifs, enfin, itératifs. Est-ce que l'automatisation, ça a su aussi un processus d'évolution? Moi, je pense que oui, j'en parle un tout petit peu après, avec notamment le livre qui a été publié par le CFTL, mais euh, je pense qu'on est passé d'un mode où automatisation était égale souvent à automatisation de l'exécution des cas de test, à aujourd'hui quand même tout un ensemble d'outillages qui aident à l'ensemble de la chaîne de production logicielle. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vais y venir juste après, mais il y a plein d'activités de test qui peuvent s'outiller et qui peuvent justement avoir des tâches automatisées pour nous faciliter la vie et gagner en efficacité pour produire de la valeur. Donc oui, je pense qu'il y a quand même eu une évolution, ou tout du moins, elle est plus visible. Peut-être que les usages qu'on fait aujourd'hui de l'automatisation est peut-être plus visible, plus communiqué que ce que c'était par le passé, clairement. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, ça se voit. Ouais, vas-y. Donc si je reviens sur cet aspect communication, donc cet aspect buzzword, comme tu l'appelles, où on peut situer le réel besoin de l'automatisation de juste un phénomène de buzzword, quoi, ou de marketing, ou, Ouais, bah, juste pour terminer sur la partie pourquoi aussi, je pense qu'il y a aussi avec l'automatisation, il y a tout ce qui est lié aussi à l'intelligence artificielle et le RPA. Donc les évolutions de technologie, souvent tu m'as posé la question juste avant, est-ce que ça évolue? Oui, oui, tout à fait, ouais. Les technologies évoluent. Et du coup, l'évolution de cette technologie bah, pousse vers effectivement un peu plus d'intelligence artificielle, ou du moins ce qui s'apparente à l'intelligence artificielle, de la robotisation des processus.
Et là aussi, finalement, tout ça tire l'envie d'aller vers ces outillages, de se dire, s'il y a un robot qui fait plus vite et mieux que moi, pourquoi j'irais pas en fait? Ça serait dommage de s'en affranchir. Je pense qu'on est tous pareils, hein, quand on a une tâche à faire et qu'on n'a pas envie de la faire, s'il y a un robot Ouais. qui peut le faire, pas pour rien qu'on voit des tondeuses maintenant qui tournent la pelouse pour nous, c'est pas pour rien qu'on voit des aspirateurs qui passent aspirateur pour nous. Voilà, on tire cette chaîne-là et donc forcément l'automatisation rentre dedans. Et On le a eu, ré- on pour a ce- eu, on a eu justement une conférence hier sur l'intelligence artificielle au service de tests logiciels. Effectivement, ça a un volet de renforcer les outils d'automatisation, ouais, de les rendre beaucoup plus faciles et beaucoup plus répétables, moins de maintenance, etc. Bon, après, faut creuser un peu plus, ouais. Ouais, en fait, tous les outils qui vont aider à focaliser sur ce qui a de l'intérêt, sur ce qui apporte de la valeur, que ce Il n'y a soit pas de la la valeur valeur, pour ouais, l'équipe ou de c'est la valeur ça, sur le produit. En général, ouais. ça Ouais. va de pair, hein, de toute Mm. façon. Mais voilà, tout ce qui va nous aider à aller de l'avant, en fait. Et en plus, si on peut avoir la banane en même temps d'utiliser ces outils, c'est le topissime, quoi. Exact, exact. Et où se situe finalement entre la notion de buzzword et de réel besoin? Oui, oui, tout à fait, ouais. Euh, Moi, je pense que derrière le mot automation, il faut justement prendre du recul. Euh, il y a plein de documentation, plein d'articles, plein de conférences sur le sujet. Prendre du recul, c'est revenir à l'essentiel pour moi. Je l'ai dit deux, trois fois déjà depuis le début, mais produire de la valeur. Revenons au focus sur pourquoi en fait on fait tout ça. Pourquoi produisons-nous? Pourquoi produisons-nous des logiciels? C'est sûrement que derrière, il y a un business. Soyons extrêmement clairs. Alors, soit il y a un Absolument. business, Oui, soit on est sur des applications d'utilité publique. Mais quelque part, ça rend service. derrière, il y a des enjeux. Il y a Oui, des enjeux qui sont portés par des sociétés qui ont une existence par rapport à un business, par rapport à une valeur qu'elles apportent sur un marché. tout à fait. Peu importe que cette valeur soit temporaire ou dure dans le temps, il y a quelque chose de concret derrière. Et ce concret, ce business, il est tiré effectivement par un métier et par tout un ensemble d'outils qui vont supporter ce métier. Quand on parle du métier des banques, c'est pas l'application mobile auquel je pense. Derrière une application mobile, il y a un vrai métier de banquier, il y a un vrai métier de manipulation de l'argent, de l'investissement, toute une complexité de normes et de contraintes à gérer. Tout ça, ça c'est le métier. Les outils sont là pour supporter ce métier. Et nous, euh, en tant que testeur, dans notre intégration dans la fabrication de logiciels, c'est comment on facilite la production de valeur pour supporter ce métier-là. S'il y a une application X ou un ensemble d'applications à mener pour supporter un métier, comment nous, testeurs, on va apporter notre pierre à l'édifice pour produire cette valeur au bon moment. Et l'agilité, c'est bien justement d'essayer d'apporter la bonne valeur au bon moment. C'est pas forcément produire plus vite, Oui, c'est c'est vrai. produire Ça, c'est la le piège bonne souvent, chose ouais. au bon moment. Exact. Voilà. Et les outils et l'automatisation sous-ensemble d'outils est là pour aider et supporter toutes ces activités qui vont permettre de produire de la valeur et trouver la bonne adéquation entre les actions humaines et la valeur, ce que l'humain peut apporter comme valeur, les outils et ce qu'ils peuvent apporter et comment on lie tout ça pour produire de la valeur. Et justement, dans toute la consommation d'informations qu'il peut y avoir derrière le buzzword automation, justement, c'est d'arriver à déceler ce qui va nous être utile à titre individuel ou collectif au sein d'une équipe pour fabriquer le logiciel sur lequel on est de meilleure façon, avec une meilleure dynamique, de ce qui va peut-être pas nous servir. Donc, il faut arriver à faire le tri dans tout ça. Donc, c'est toute la difficulté quand il y a un trop plein d'informations, finalement, c'est trouver celle qui va nous correspondre. Ça ne veut pas dire que celles qui ne correspondent pas sont inutiles. Elles Ouais. seront sûrement utiles à d'autres personnes qui, eux, dans leur contexte, la trouveront pertinente. C'est toute la difficulté de l'exercice, en fait. Ce qui est pertinent pour moi ne l'est peut-être pas pour le Ouais, voisin, tout et dépend du contexte, ouais, inversement. c'est vrai. Exactement, tout dépend du contexte. Donc voilà. Et moi j'aime bien rappeler que faut se dire que tous ces processus de production logicielle, tous ces outils d'automatisation, ça reste que des processus et des outils. Et rappelons-nous quand même Mm. l'agilité qui ne date pas d'hier, hein. L'agilité, je crois qu'elle a bientôt 20 ans, en tout cas pour le manifeste Ah oui, agile. mais Alors attends, carrément. mais Oui, ça 2000. existait encore avant le manifeste agile, hein. Oui, parce que Du coup, le XP c'est 99, hein.
exactement. Et le manifeste agile, je crois que c'est 2001, 2002, 2001, si je dis pas 2001, de bêtises. Voilà. 2001, 2001. Donc, ça a presque 20 ans le manifeste, et le manifeste n'est que finalement le résultat déjà de nombreuses années d'expérimentation. Exactement. Donc, ça date pas d'hier, et finalement tout ça, ce ne sont que des outils pour faire en sorte de produire la bonne chose au bon moment et correctement. Moi, ça me choque pas que des gens disent, bah moi je suis resté en cycle en V, ça marche pour nous. Ouais, Et bah si ça marche pour vous, pourquoi changer? Tant ouais. mieux. Donc, hmm. Nous, on continue Donc de faire des tests le contraire du manuels. buzzword, c'est l'efficacité, c'est ce qui me correspond, c'est C'est ce qui ça, m'apporte de la valeur. Ça, j'aime bien c'est le ça. mot valeur, ouais, effectivement. Bah, moi, j'aime bien la production de valeur parce que la notion de valeur, elle est différente pour chacun. Chaque société va avoir un business et donc une valeur de ce business qui va être différente. Et c'est tellement contextuel que finalement, la manière de, de répondre finalement à cette production de valeur va être très personnelle. C'est bien pour ça qu'on voit émerger souvent entre, euh, par exemple, la théorie SAFE et la mise en œuvre de SAFE au sein d'une entreprise. Si vous essayez de calquer stricto sensu l'article de retour d'expérience de Ouais, l'entreprise Tartampion chez vous, il y a une forte probabilité que si vous suivez bêtement le guideline, ça ne marche pas. c'est Ce vrai. qu'il va falloir faire, c'est de s'inspirer du guideline, regarder où est-ce que vous vous retrouvez dans certains aspects, où est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations possibles à prendre, et où est-ce que vous vous dites, non mais là, on s'y retrouve pas du tout, ou tout le monde, on est pas assez mature pour partir là-dessus, et on n'y va pas. Et ben, l'automatisation, pour moi, c'est pareil. Euh, vous, allez avoir, vous allez avoir un certain passif, vous allez avoir une certaine organisation et tout ne sera pas possible immédiatement. Si vous êtes dans une organisation où vous n'avez que des testeurs et aucun ne sont techniques, vous n'allez peut-être pas vous embarquer vers une automatisation avec des outils ultra techniques. Vous allez peut-être partir sur des outils plutôt no-code Hmm. dans un premier temps. Ça fera sûrement pas tout, ça sera sûrement peut-être pas l'idéal pour répondre à tous les enjeux, mais si ça vous permet de vous débloquer un certain temps pour produire pendant ce certain temps plus de valeur, J'en ai besoin, bah ouais. c'est peut-être Hmm. bingo. Et puis Hmm. peut-être que plus tard, vous allez évoluer, être plus mature et dire bah maintenant, on va peut-être passer à une autre forme d'automatisation, d'autres outils qui vont nous permettre de passer un cran et gagner en maturité, et puis on rentre dans un cercle vertueux en fait. Mais justement, la difficulté du buzzword, c'est de le prendre pour argent comptant et Hmm. d'y aller un peu tête baissée sans prendre ce recul et essayer d'évaluer finalement pourquoi on veut aller vers tel outil, pourquoi on veut aller vers l'automatisation. Moi, j'aime pas trop l'idée de dire que je fais de l'automatisation parce que mon chef me l'a demandé. Hmm. Moi, j'ai envie de poser la question qui suit, c'est bah, pourquoi le chef te l'a demandé? Et en fait, on va utiliser la technique Oui, les 5 pourquoi, pourquoi. ouais. Ouais, exact, ouais. Pourquoi le chef te l'a demandé? Bah parce Hmm. qu'il aimerait bien que ça soit plus fiable, plus stable. Ok, mais pourquoi vous voulez plus stable? Ah, parce qu'en fait, on a plein d'anomalies en prod. Mais alors pourquoi Ouais, vous avez plein d'anomalies en prod? Bah parce ouais, que les plannings sont toujours resserrés. Ok, mais pourquoi c'est toujours. En fait, et en tirant le ouais, fil, on va peut-être se rendre compte de dire, mais en fait, c'est notre organisation ouais. qui est pas bien câblée pour Hmm. soutenir finalement la cadence. C'est Hmm. donc pas un outil d'automatisation qui va venir régler le Oui, problème. c'est pas une Tu baguette vois? magique, quoi. C'est pas une baguette magique, hein. C'est Ouais. pas une baguette magique, Ouais, c'est un outil ouais. avec des forces, sûrement des faiblesses et surtout des usages. Et Hmm. c'est vraiment l'usage que vous allez en faire qui va vous permettre effectivement d'aller dans le côté positif ou au contraire plutôt D'accord, négatif. J'avais fait intéressant. un podcast là-dessus justement où moi Ouais, le calcul de ROI sur l'automatisation, je suis pas un grand fan. Je préfère qu'on se projette sur comment on met en place un ROI sur la production de valeur oui. avec tout l'outillage qui sert à la production de valeur. Et ensuite, une fois qu'on a cette vision globale, on va pouvoir regarder où est-ce qu'on peut jouer sur des curseurs pour peut-être gagner sur le ROI. Et là, ça peut être effectivement le curseur automatisation, mais ça reste un curseur parmi Hmm. d'autres. Et avoir le seul ROI de l'outil Hmm. me paraît pas forcément pertinent. En tout cas, Ouais, il c'est pas la bonne manque vision, quoi. Ouais. Hmm. C'est pas la ouais, bonne vision. il manque des choses, à mon Ouais, sens. ouais. Et d'ailleurs, le livre, si je fais le lien, hein, je le montre. Hein, Oui, oui, tu m'as dit que moi, tu l'as voilà, lu. Euh, j'étais à la JFTL cette année, donc ce livre ouais, était donné à toutes les personnes qui étaient présentes à la JFTL. Hein, c'est l'automatisation des activités de test. ouais. J'aime bien le titre parce que justement, il met bien en avant des activités de test. Et, euh, et derrière, il n'y a pas que l'exécution des cas de test. Souvent, l'automatisation est réduite C'est vrai. Ça, c'est un bon à point. l'exécution des cas de Hmm. test. Alors c'est Exact. vrai que c'est souvent le premier levier
auxquels on réfléchit quand on n'a pas une grande maturité sur le sujet. C'est vrai que c'est un peu là-dessus qu'on va. Ça Ouais. reste une facilité et soyons réalistes, en général, ça apporte quand même des bénéfices, hein. Mm. Mais il y a plein d'autres outils aujourd'hui, plein d'autres approches qui existent. Et là, dans le livre, moi, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, Michael Granier et Bruno Légère, tous les deux ont fait un article différent, avec des outillages différents, mais sur comment ils exploitaient finalement les logs de production pour rendre plus pertinent le choix Pas mal. finalement des tests à mener, que ça soit des tests manuels, en réflexion manuelle de Ouais. couverture, ou que ça Ouais. soit de l'exécution automatisée derrière. C'est comment on fait parler les logs. Alors, je crois que Bruno, c'est avec de l'intelligence artificielle. Michael, je crois que c'était un autre levier. Je me souviens plus tout exactement des outils Ouais. qu'ils utilisent, mais l'idée, c'était vraiment de dire, on utilise les logs de production pour amener un peu d'intelligence, nous aider, une aide à la décision finalement, sur, là, finalement, on se rend compte qu'on va plutôt favoriser ces cas de tests-là parce que ce sont ces usages-là qui sont le plus utilisés Plus par utilisé, ouais, les d'accord. utilisateurs, Mm. et on va Ouais. peut-être mettre moins d'efforts sur les autres. Ça Ouais, veut pas chercher dire que les autres. l'efficacité, quoi, ouais. D'accord. C'est Mm. ça, Mm. c'est ça. Gestion du risque, en fait, quelque part. Ouais, quelque part, c'est Voilà. vrai. D'accord, intéressant. Donc là, voilà, on fait parler la prod pour se projeter sur nos activités de test. Il y avait un autre article aussi, donc toujours de Bruno, sur la télévisuelle. Alors c'est vrai que Bruno, ça fait quelques années qu'il partage autour de la télévisuelle. Il a fait plusieurs articles dans la taverne, notamment sur ce Mm. sujet-là. Et là, il refait un article toujours sur le sujet. Moi, j'aime bien aussi cet aspect ATD visuel dans le sens où ça permet de prendre de la hauteur sur un processus. On parle justement de complexité métier. Dans une équipe agile, en général, on va être plutôt sur un sous-ensemble, un focus sur un sous-ensemble. Lorsqu'on a un gros métier assez complexe, on va être plutôt sur un petit bout. Et la vision globale, la cohérence dans le global peut être un peu compliquée finalement à voir. Et ben, la télé des visuels, justement, cherche plutôt à mieux mettre en perspective les parcours métiers qui vont s'appuyer sur tout un ensemble de sous-chaînes derrière. Et c'est là où on va peut-être justement mieux identifier là où il faudrait qu'on mette des points de testabilité particuliers, voire des points d'automatisation très particuliers. Donc ça peut Oui, être parce sur la que chaîne globale. c'est proche de l'user experience, quoi, ouais. Mm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Toujours dans le livre, on change complètement d'aspect, on reste sur l'exécution des tests, mais pas de manière automatisée, mais de manière supportée par un outil. C'est pour tout ce qui est test exploratoire. Un très bon article de Xavier qui parle de test exploratoire avec un outil qui justement est un peu de mélange par l'intelligence artificielle, je ne sais pas si c'est du RPA ou de l'IA pur, mais où ils essaient justement d'aider à capter finalement pendant une session exploratoire où est-ce qu'on est passé dans l'application et aider à peut-être mieux focaliser finalement la suite de l'exploration. Donc c'est une aide au testeur pour D'accord. optimiser finalement son exploration. Et là, on ne parle pas de cas de test, on ne parle pas de choses très Ouais, c'est scénarisées, vrai, ouais. on Mm. parle plutôt de réflexion humaine. Alors Ouais. effectivement, on peut très bien laisser son esprit complètement divaguer dans l'exploration, ou on peut essayer de s'aider d'outils pour structurer. Je pense que les deux sont intéressants, hein. Je pense qu'ils se complètent assez bien, hein, les deux. Et dans le livre, on a aussi un très bel article de Jérôme Beaumont sur tout ce qui est lié à l'IA et à l'RPA. Donc là, beaucoup plus focalisé sur l'exécution des cas de test, mais comment utiliser l'IA pour mieux justement identifier les cas de test à automatiser. Donc là aussi, il a un bel article là-dessus. Et pour ceux qui C'est une voudraient le aide à la lire, décision également, quoi. c'est ça. Et pour Mm. ceux qui voudraient le lire en avance de phase, il a été partagé son article en plusieurs petits articles sur la taverne du testeur. D'accord. D'accord. Donc, je crois qu'il l'a fait en 2 ou 3 articles sur la taverne, justement pour découper un peu Ouais, je regarderai. Mm. le sujet. Donc, vous pouvez déjà aller le consulter. Ça vaut vraiment le détour, hein, là-dessus. Très, très bien. Donc voilà, donc dans le livre, j'ai bien aimé cet aspect-là, de dire que l'automatisation, c'est pas que l'exécution des cas de test, on a plein d'activités, et je n'ai pas tout cité là du livre, hein. Il y a plein d'autres articles qui méritent d'être vus, hein, et qui touchent un peu à tout. Il y en a un, je crois, sur les indicateurs, entre autres, qui mérite aussi d'être vu. Mais voilà, on voit qu'on peut s'outiller en fait pour aller chercher finalement ce qui va nous aider à produire la bonne valeur. Très bien, très bien. Alors,
Il y a quelques mois, tu avais parlé d'un sujet autour, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité concernant la place des cas tests en mode agile. Donc, ma question elle va être orientée vers l'automatisation également. J'aimerais savoir, est-ce que on peut automatiser les tests sans formaliser les cas tests en mode agile? Où il y a une pression de délai, où il y a une vélocité à respecter, il y a voilà, le travail collaboratif, etc. Et si je crois bien, tu l'as abordé il y a quelques mois. J'aimerais bien que tu en parles un peu pour nos auditeurs marocains. Oui, effectivement, j'ai fait un podcast avec les Gask Insight, que tu dois connaître, je pense. Bon, oui. Avec les Gask Insight sur la mort du cas de test en Voilà, agilité. c'était ça, exact. Ouais. Mythe ou réalité, c'était le titre, je crois. En fait, il y a plusieurs agilités. On l'a dit au départ, selon chaque contexte, on ne va pas tous avoir la même maturité sur notre capacité à être agile et ce que veut dire être agile. Au-delà des valeurs qui sont portées par l'agilité, après, il y a du concret. Moi, ma vision, c'est dire qu'une équipe qui est vraiment agile au sens DevOps, c'est-à-dire vraiment être en lean management, être vraiment dans de la livraison de valeur au fil de l'eau, je pense sincèrement que le cas de test a moins sa place. Mais le cas de test dans sa forme. La forme, c'est la forme très procédurale c'est dans un document Word ou c'est dans un ALM pour ensuite faire une Ouais. impression d'un cahier de test très structuré. Ouais. Si on n'a pas de contraintes réglementaires derrière, C'est-à-dire avoir une preuve, c'est ça? voilà, s'il n'y a pas de contraintes réglementaires ou contraintes contractuelles, et encore contractuelles, ça peut se travailler, on va dire au moins réglementaire. D'accord. Pourquoi s'embarrasser d'une surcouche qui n'apporte peut-être pas de valeur à la production du logiciel. Donc finalement, dans sa forme, on peut se poser la question. Et c'est là où on va plutôt essayer de s'intéresser au fond. C'est-à-dire que tout ce que l'ISTQB parle en termes de conception, de technique de conception de cas-test, ça va rester. C'est-à-dire réfléchir par rapport à une problématique donnée, qu'est-ce qu'il serait pertinent d'aller titiller dans l'application, Oui. quels sont les points de C'est vigilance, quels sont les l'imagination, la créativité, quoi, ouais. Aux différents cas, etc. Oui. Ça reste. Par contre, c'est la forme, la manière dont on va restituer ça. Ça peut être du test exploratoire, ça peut être du test, du mob testing, donc en mode groupe. Ça peut être justement une automatisation immédiate du sujet. Et c'est là où je dis sujet, je dis pas cas de test volontairement, parce qu'en agilité, au moment où, imaginez que vous avez une nouvelle fonctionnalité qui arrive, c'est ce truc-là qui va avoir de la valeur là, à l'instant présent. Vous travaillez donc en équipe, développeurs, testeurs, PO, ensemble pour refiner le sujet, essayer de découper. Vous arrivez à un consensus sur un sous-découpage, vous faites un example mapping pour bien comprendre ce qui est attendu comme cas d'usage et tout. Et de cet example mapping, vous allez avoir un certain nombre d'exemples qui vont sortir. Bon, là, moi, j'aime bien dire, sur ces exemples-là, on va sûrement déterminer ceux qui vont permettre de dire les critères d'acceptation de la fonctionnalité. Ce sont tous ces exemples-là, à minima. Si ça, c'est pas satisfait, on considère que la fonctionnalité n'est pas satisfaite. Et là, on peut se projeter immédiatement sur, on automatise immédiatement, en fait, ce qui va découler de ces exemples. Alors, il va peut-être y avoir des cas nominaux, des cas non nominaux par rapport aux exemples. Il va y avoir tout un ensemble de choses, mais on peut très bien se dire, on automatise d'entrée de jeu. Et pendant que les développeurs sont en train, eux, de concevoir et de développer, rien ne nous empêche, côté testing, ou les personnes qui ont la compétence, de développer les tests auto. Bien évidemment qu'en premier jet, il y a des chances que la réunion ne se fasse pas immédiatement. Mais c'est pas très grave, en fait. La réunion, elle va se caler. Au début, ça va être un peu bancal. On discute, on recale. Et en fait, quasiment en même temps, on a une fonctionnalité qui sort avec des tests qui permet de montrer aux développeurs que c'est bon, ce qu'ils ont fait est démontré par les critères d'acceptation automatisés. Et finalement, la place du cas de test au sens forme, j'ai d'abord mis dans un ALM mon cas de test pour ensuite le demander à le mathématicien de le faire. Dans une agilité poussée à l'extrême, je pense que c'est une perte de temps que d'aller là-dessus. Maintenant, tous les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes où il y a besoin justement de réglementaires, les contextes où l'organisation est peut-être moins mature sur l'aspect DevOps et où il y a une plus grande complexité organisationnelle, en tout cas, faut trouver le bon degré, le juste milieu entre ce qui va être efficace pour l'organisation, pour les équipes,
et toujours en ayant le focus sur le produit, en fait. Le produit et pourquoi on fait ça. Si ça doit passer par des étapes intermédiaires qui, certes, pourraient être vues comme inutiles par une personne de l'extérieur, mais qui vous sert et vous permet vraiment de garder un lien, bah, gardez-le. Ne l'enlevez pas parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous dit ah ouais, non, mais attends, en Agile DevOps, c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais. Non, c'est pas vrai. Tout est question de contexte. Et si à un moment donné, dans votre maturité, vous vous rendez compte de dire bah, tiens, maintenant, aujourd'hui, finalement, on n'a plus besoin de cet intermédiaire, bah, peut-être que vous passerez le pas et vous ferez sauter l'intermédiaire si vous n'en avez plus besoin. À vous de trouver finalement le bon degré. Mais pour moi, justement, en agilité, on peut s'affranchir du cas de test. Tout est question de maturité, tout est question de contexte. Et on peut aller directement vers une automatisation des critères d'acceptation pour bah, démontrer que la fonctionnalité attendue, elle est là, quoi. Elle est là, quoi, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'elle est conçue, développée et testée, quoi, ouais. C'est D'accord. ça, tout à Très fait. bien. Bah, très, très bien. Alors, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure sur ce sujet de test automation, Bah, buzzword ou réalité? ouais, je vais me raccrocher encore à des livres, hein. Euh, Moi, j'aime beaucoup l'approche de Christophe Moustier, qui a écrit 2 livres hein, sur le test agile. Et j'aime beaucoup dans son deuxième bouquin la notion de double feedback, la double boucle de feedback, hein. Et justement, en agilité, la première boucle de feedback, c'est est-ce qu'on est en train de produire correctement la chose? Et là où de l'automatisation, plutôt de l'exécution des cas de test, de l'automatisation très proche de la production de l'outil, vont aider, avec de l'intégration continue, vont aider à cette première boucle de feedback pour bah, réduire finalement les délais entre le moment où on construit le logiciel et le moment où on se rend compte qu'on l'a mal construit. Voilà. Et la deuxième boucle, c'est de pouvoir justement itérer rapidement et mettre en production rapidement pour avoir du retour utilisateur et adapter si d'aventure ça ne convient pas à l'utilisateur. Ça peut être du A/B testing, ça peut être du alpha, du bêta, peu importe la manière dont on peut prendre la deuxième boucle de feedback. L'enjeu, c'est de dire, OK, on a mis un petit incrément, ça marche pas, qu'est-ce qu'il faudra ajuster pour que ça marche mieux? Ça marche pas du tout, est-ce qu'on continue? Du coup, bah voilà, c'est vraiment cette boucle, cette double boucle vertueuse. J'aime beaucoup l'approche de Christophe. Et Christophe a aussi fait un article, hein, toujours dans le livre du CFDL, qui est assez intéressant aussi. Et, Il, il fait et puis combien la deuxième, il fait combien de pages? bonne question, donc pas tant que ça, 230, D'accord, 232. d'accord, ça va, Voilà. ça se lit, ouais. Ça se lit Ouais, facilement, non, ça. non, Ouais, ça se lit assez bien. ouais, ouais. Franchement. Ah ouais. D'accord. Donc, voilà. Et toujours dans ce livre, j'ai bien aimé un petit article de Zoé Tivé, pour ceux qui la connaissent, elle est en Oui, Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, Et, ouais. et Zoé essaie de nous faire prendre conscience que bah, l'automatisation, et justement, ça rejoint un peu le buzzword, parfois c'est chiant. Et elle essaie d'expliquer comment on peut essayer bah, de garder un peu la banane en se créant bah, un peu de gamification finalement dans Pas ces enjeux mal, d'automatisation. pas mal. Et, il est sympa son petit article. Donc justement, n'oubliez pas que l'automatisation, bah, ça peut apporter de la valeur, mais ça peut aussi des fois être une activité bah, un peu pénible, hein. Oui, Donc ne pas l'oublier. Et pour vraiment conclure, moi, s'il y a vraiment 2 personnes que je vous invite à suivre, enfin 3 personnes. Une au niveau anglophone, c'est John Ferguson Smart, qui produit beaucoup de contenu, notamment sur LinkedIn, sur tout ce qui est automatisation des critères d'acceptation, justement. C'est vraiment cette approche un peu BDD, très ouais, ce que tu as symbigos, dit tout à l'heure, là, ouais. example mapping, Ouais. et comment on passe de cette réflexion entre humains à la réalisation de scripts automatisés qui démontrent finalement qu'on a fait la bonne chose. Hmm. Voilà. Et les 2 autres, bah, c'est Christophe Mustier, je viens de le citer. C'est juste un puits de science, ce monsieur. Oui. Christophe, si tu me regardes, je te l'ai déjà dit, Salut mais Christophe. c'est juste un puits de science. Il est juste hors norme, je pense, en Oui, termes oui, de oui, je culture. confirme. Et, et moi, je trouve toujours très agréable d'échanger avec lui, de se faire challenger par lui, parce que je découvre Hmm, toujours des choses. Alors malheureusement, mon cerveau n'a pas sa capacité à tout hmm, retenir. hmm, Mais voilà. Et le dernier, c'est Olivier Deneau. hmm. J'aime On l'a eu beaucoup hier, hein. hier. Ah, je sais. C'est pas pour le flatter parce qu'il était là hier, mais moi, à titre personnel, je crois qu'il fait pas forcément toujours consensus dans ses articles. Moi, j'aime bien. J'aime bien la manière dont il s'exprime. J'aime bien toujours le côté un peu taquin Oui, tout à fait, ouais, ouais, des petites formules. ouais. Et dans le livre, notamment, il fait une préface que j'ai trouvé juste vraiment très, très bien.
Et honnêtement, tout ce que je viens de vous dire là aujourd'hui s'inspire pas mal finalement de D'accord. sa préface, parce que il touche du doigt justement ce côté de buzzword, mais finalement Ouais, c'est quand même utile et que ça date pas d'aujourd'hui et ouais, tout ça. Mais il le fait de manière très subtile, et sa préface dans ce livre est vraiment intéressante à lire. ouais. Voilà. Donc moi j'aime bien ces personnes-là. Pour conclure, voilà, il y a ces trois personnages, je trouve, sont intéressantes à suivre. Après, il y en a plein d'autres. Euh, Au niveau de l'agilité, vous pouvez suivre Lisa Ouais. Crispin, Janet Gregory, qui sont pas mal aussi actrices dans le domaine. Donc voilà, et puis il y a vraiment plein de gens. Ne vous limitez pas qu'aux plus connus. Allez picorer là où vous pensez que ça a un intérêt pour vous. Et voilà, il y a vraiment plein de gens qui méritent d'être lus, en tout cas. Très très bien. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette démonstration autour de ce sujet de test automation. Je vais voir s'il y a des questions sur le chat. Euh, écoute, non, il n'y en a pas. On va conclure. Moi, je vais retenir une très courte conclusion de ta part que j'ai beaucoup aimée. Ah, il y a une question de Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce que tu fais toi en termes d'automatisation? Ouais. Nous, on est essentiellement sur l'automatisation de l'exécution des cas de test. Alors, pas des cas de test, des critères d'acceptation. Plus exactement, c'est vrai qu'on a tendance à faire des example mapping de notre côté. Ça tire des exemples et on essaie, en général, après avoir fait ce passage-là, les développeurs, eux, se concentrent sur la conception logicielle. Et ensuite, on a un point de rendez-vous avec eux sur finalement la testabilité de tout ça. C'est là qu'on réfléchit en fait où est-ce qu'on met des points de testabilité, que ce soit entre les tests unitaires, tests d'intégration, voilà. Toute la réflexion un peu globale. Et on identifie aussi le besoin d'avoir des parcours de bout en bout couverts pour justement nous sécuriser et capitaliser derrière. Donc sécuriser sur la production de la fonctionnalité, puis ensuite ça servira à la capitalisation puisque c'est mis en CI. Et ensuite, ça protège lors de mise en production euh, sur des régressions qui pourraient arriver, parce que voilà, hein, ça peut arriver. Donc tout l'enjeu est de réduire le risque. Donc voilà un peu comment on fonctionne aujourd'hui, de notre côté. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question avant de conclure? Ok. Est-ce que tu es d'accord si je peux résumer ta pensée concernant test automatisation? Oui, mais apportant de la valeur. Tout à fait, pour produire de la valeur. Très très bien. Se poser les bonnes questions, challenger. Un chef qui vient vous voir, qui vous dit automatise ça, essayez de comprendre pourquoi en fait. Pourquoi il en arrive à cette conclusion-là. Ouais, Souvent, on apporte la solution. Alors, ce qui est intéressant, c'est de creuser le pourquoi. Et peut-être que la bonne réponse, ça peut être de l'automatisation, mais il y a peut-être autre chose qui se cache derrière. C'est toujours intéressant. en tout cas, Voilà. merci infiniment à Benjamin Buttel. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence avec Jean-Luc Cossy. Il sera présenté par Jean-Baptiste Crignon. Au revoir. Bonne conférence, Jean-Luc. À bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt.